La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 27%, c'est la part du porno dans le trafic vidéo en ligne au niveau mondial et de plus en plus d'enfants y sont exposés. C'est même un virus qui tue l'enfance, expliquent les chercheurs Stéphane Bloco et Renaud Etier. Ils sont les invités du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Marine Plantec. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et l'actu, c'est une exposition dédiée à Botticelli. Ça se passe au château de Chambord. Et Botticelli, on le croise évidemment dans les programmes d'histoire de l'art et d'histoire tout court. Et puis rendez-vous en fin d'émission comme chaque semaine avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Tout pour réussir un plateau repas justement. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Stéphane Bloco, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et maître de conférence à l'UCO à Angers. Renaud Etier, bonjour. Bonjour. Renaud, vous êtes professeur en sciences de l'éducation, toujours à l'UCO à Angers, c'est l'Université catholique de l'Ouest, je crois, si on déroule le sigle, et directeur du LIRFE, laboratoire de recherche consacré à l'éducation. Vous co-signez chez Artege un ouvrage intitulé « Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance », sous-titre « Parents, comment faire face à la pandémie ?» pornographique. C'est un dialogue entre vos deux domaines scientifiques qui permet d'une part de comprendre les nouveaux codes et les nouvelles références de l'industrie de la pornographie et d'autre part de s'interroger sur la place de l'amour, du désir, de la sensibilité. Pour situer le problème, un chiffre qu'on martèle sur cette antenne et dans cette émission chaque mois. 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques. C'est un chiffre en croissance rapide au cours des dernières années. Si on le martèle, c'est que c'est l'ARCOM qui donne ce chiffre. On fait donc l'hypothèse qu'il est assez sérieux. Juste avant qu'on commence l'enregistrement, je fais rentrer celles et ceux qui nous regardent dans le secret. Vous m'avez dit, moi je fais bad cop et lui il fait good cop. Comment vous êtes répartis les rôles alors? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi je suis dans l'ouvrage et comme en conférence, celui qui montre, celui qui fait prendre la mesure aux parents. Et ça, je trouve que c'est un rôle complexe parce que voilà, c'est un choc, souvent un coup de poing dans le ventre, parfois pour les parents qui arrivent un peu avec des œillères en disant bon, oui, peut-être qu'il en voit un peu, les autres. Et puis tout à coup, on va au front et on montre et on dit voilà. Il voit ça. Il voit ça. Alors moi, si je travaille en éducation, c'est que j'y crois à l'éducation et que donc j'essaie de donner une vision anthropologique et philosophique du problème en remontant à des dimensions relationnelles, à une qualité de relation. On est passé de l'ère de la pornographie à l'ère de la pornophilie, puis de la pornophilie à la pornographie et de la pornographie à la pornophagie. Est-ce qu'en quelques secondes, on peut retracer cette histoire ? Oui, il faut rendre à César. Ce qui est à César, c'est Olivier Guignard qui, à l'époque, avait en 2007 travaillé ces trois termes très importants. Pornophilie, parce que c'était une époque où l'image était rare, c'était compliqué. Donc on est en gros avant les années 70. 70 avec cette difficulté qu'on a à atteindre de l'image, à caractère sexuel, on va dire. Il y avait des cinémas pornographiques, c'est plus le cas. Voilà, donc, et c'était une démarche, c'était quelque chose où il fallait s'engager. Porno... Et payer. Ce qui n'est pas rien. Et ce n'était pas anonyme. Ouais. Ce n'était pas anonyme. C'est pas que dans la rue, devant tout le monde. Voilà, exactement. Et puis, on est passé à cette période de l'explosion de la cassette VHS, DVD, etc. La pornographie classique qui s'est installée et c'est devenu accessible. C'est devenu, alors encore une fois payant, mais c'était individuel. Donc, vous pouvez l'emmener chez soi. Il faut quand même fouiller dans les étagères des parents. On cache les cassettes, tout ça, etc. Vérifier les horaires. De la cassette qui se casse dans le magnétoscope. Ce qui révèle le crime. Exactement, ce qui révèle le crime. Voilà. Et puis, ça y est, la pornophagie s'installe. Et là, c'est le nomadisme, en fait, qui va poser problème. On pourra en reparler. Le fait qu'ils puissent en voir ces mineurs partout, tout le temps, quand ils le souhaitent. En tout cas, potentiellement. Avec une première exposition très précoce, on dit souvent 11-12 ans, mais oui, quand vous sondez, ça peut même être avant. Oui, ça peut être avant, mais plus à la marge, en tout cas. On est censé être sensibilisé, notamment à l'école, contre les dangers du porno. Peut-être on peut vous entendre. Elle ne le fait pas des masses. On voit d'ailleurs les débats qu'il y a aujourd'hui sur la manière d'éduquer à la sexualité. Tout ça n'est pas simple. Oui, alors en fait, le grand dilemme psychologique, c'est est-ce qu'il faut alerter pour prévenir certains dangers au risque d'ouvrir en fait des portes qui auraient dû rester fermées parce que la sensibilité de l'enfant, son immaturité faisait qu'il n'aurait pas dû être informé aussitôt. Donc là, nous avons un argument important, c'est que on ne peut pas se satisfaire
de cette espèce de paradoxe dans lequel on surprotège les enfants d'un certain point de vue, on ne veut pas les informer trop tôt, il ne faut pas leur en parler, il faut attendre qu'ils posent des questions. Puis de l'autre, on les laisse en fait aller vers des sites qui sont infréquentables. Vous avez fait le choix, en parlant de sites infréquentables, choix à mon avis assez raisonnable d'ailleurs, de dire que finalement les parents ou les gens de ma génération, on ne se rendait pas vraiment compte de ce qui pouvait se passer sur ces sites. C'est assez atroce. Vous faites le choix de montrer, alors vous ne montrez pas vraiment dans le bouquin parce qu'il ne tombe pas sous le coup de la loi, mais enfin vous en montrez assez et vous en racontez assez pour qu'on se rende compte qu'il y a des images de torture, il y a des images de viol et que tout ça n'est pas marginal. Il ne faut pas creuser beaucoup pour le trouver. Ah non, c'est très accessible et c'est bien tout le problème. Il y a eu d'autres livres qui ont évoqué notamment, je pense à une expression, un clic du pire. Voilà. Donc, et j'ai trouvé cette expression très bien choisie parce que c'est tellement simple cet accès à la pornographie que même les plus puissants de tous les systèmes de barrage, etc., qu'on a pu inventer, puisque j'ai travaillé dans beaucoup de commissions sur ces sujets-là pour essayer de trouver des moyens techniques, de verrouiller, etc., on voit que tout ça se contourne en quelques instants et que ce n'est pas en tout cas la solution. Ça va bloquer, verrouiller comme un système d'alarme qui pourra empêcher un peu un cambrioleur de pénétrer, mais ça sera pas efficace à 100%, on le sait. Voilà. Donc oui, c'est de la barbarie à un clic de souris, clairement. Et face à cette barbarie, il y a un laisser-aller et un laisser-faire, dites-vous. Aussi bien de la part de l'école que des parents. Oui, parce qu'en fait, les parents sont positionnés d'une manière qui n'est pas toujours éducative, enfin les parents, un certain nombre de parents, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire plaisir à l'enfant. Et que veut l'enfant? Ce que lui vend l'industrie, ce que tout le monde est censé avoir. Et donc, c'est un équipement, comme le disait Stéphane tout à l'heure, nomade, miniaturisé et donc individualisé, qui va permettre en fait de faire tout et n'importe quoi. Et c'est donc en faisant plaisir aux enfants qu'on les expose à des dangers. Si on veut savoir si des enfants ont déjà regardé du porno, alors vous dites qu'on peut faire quelques... ça vous fait rire, si ça vous j'en viens. Merci qui? Oui, c'est ça, c'est le fameux merci. Mais racontez-le alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. C'est devenu un slogan, effectivement, c'est ce que j'appelle le test de la salière. Ouais. Pendant un repas où vous présentez le sel et avec un petit merci qui et vous verrez comment votre enfant réagit. Alors oui, c'est un slogan, merci qui, en référence au fameux site qui d'ailleurs a fait polémique et a été plusieurs fois condamné, Jackie et Michel, et qui est devenu une culture en fait. Donc nous, ce qu'on essaie de montrer dans le livre avec Renaud, c'est que c'est devenu une véritable culture. Et c'est ça qui est inquiétant en fait. C'est ça. C'est pas la culture. C'est rentrer dans une culture populaire. Bien sûr, on les appelle la génération YouPorn. Vous imaginez les affublés d'un tel slogan presque, ou d'une telle étiquette. C'est terrifiant. Ouais, Jackie Michel, dont on rappelle que ça a été fondé par un ancien institut quand même, ce qui laisse songeur quand on vous lit. Il n'enseigne plus. Il faut espérer. Sur ces sites, les vidéos sont rangées en catégories parfois extrêmement précises. Ce que vous dites aussi, et ça aura un effet presque sur l'amour, en tout cas si tant est qu'il y a un lien entre la sexualité et l'amour, je pense qu'il y en a un, qui est une sexualité qui est organisée en fonction de particularités. En fait, le porno nous sépare les uns des autres. Oui, alors ça aggrave une logique générale de réification, c'est-à-dire de chosification. En fait, de l'autre. C'est l'autre qui est réduit à son corps. Mais ça ne s'arrête pas là, le corps est réduit à une de ses parties, à ses organes génitaux, puis ensuite à telle ou telle pratique. Et en fait, ça enferme dans des choses de plus en plus spécifiques et de plus en plus... Ce qui était autrefois à la marge dans des pratiques extrêmes ou extrêmement rares. Et extrêmes et entre adultes consentants, comme on dit, par ailleurs. Pas à 11 ans, je tombe dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut tout aussi bien accéder à des choses extrêmes qu'à des choses banales, on va dire. Avec des modifications, je suis toujours dans les effets de cette exposition, des modifications, expliquez-vous, sur du câblage neuronal via la surexcitation de la dopamine. Oui, c'est une forme d'excitation et évidemment surjouée parce que comme les jeux vidéo le sont aussi, c'est-à-dire qu'on sait que ça a aujourd'hui une influence sur la chimie du cerveau, qu'on sait que ça va développer dans le e-sport notamment la même forme d'excitation qu'on pourrait avoir quand on va faire une course à pied ou jouer à un sport de raquette. Et cette chimie-là, elle va se placer aussi et avoir ses marqueurs en fait dans le cerveau. Eh bien, on a et on retrouve en tout cas avec la pornographie, parce qu'on a fait des tests chez les adultes aussi, on a étudié les adultes, pourquoi ça serait différent chez les enfants. Et encore une fois, je répète, la question n'est pas de savoir si le porno est un problème, la question est de savoir si le porno est bon pour les enfants ou non. Et là, il n'y a pas vraiment d'appel à la réponse.
Spoiler alerte, zéro suspense dans le bouquin. D'ailleurs, c'est dans le titre, le cybersexe, ce virus qui tue l'enfant. Je le dis avec le sourire, mais ça n'a en fait absolument rien de drôle. Parents, comment faire face à la pandémie pornographique? C'est sorti chez Artege, un ouvrage co-signé Stéphane Bloco, Renaud Etier. Dialogue passionnant. On essaie de vous en donner une idée dans l'émission. On le poursuit, ce dialogue, juste après l'anti-sèche. Marine Plantec. Marine Plantec, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche à deux voix d'une certaine manière aujourd'hui, vous et Guillaume Buan qui a réalisé les entretiens qu'on va entendre tout à l'heure. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et l'actualité, c'est cette exposition Botticelli de Madone à Chambord, direction donc le Loir-et-Cher, le château de Chambord avec vous, Marine. Et tout ça est au programme d'art et d'histoire. Tout à fait. Le château a été bâti en 1519, placé sur la première liste des monuments historiques en France dès 1840, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. C'est l'une des constructions les plus stupéfiantes de la Renaissance et depuis 1930, il est propriété de l'État. Depuis le 20 octobre dernier, vous pouvez découvrir un trésor insoupçonné de l'église Saint-Félix de Champigny en Beauce, la Vierge et l'Enfant avec le jeune Saint Jean-Baptiste, daté initialement du 19e siècle, mais authentifié comme une œuvre originale du 16e siècle, issue de l'atelier du peintre italien Sandro Botticelli. La commune est propriétaire de l'œuvre suite au don d'une grande famille du village au début du 20e siècle. En attendant de prévoir toute la sécurité autour, elle est exposée à Chambord. Alors, qui est Botticelli? Réponse de Virginie Berdal, chargée de recherche et de projets scientifiques à Chambord et au service de la conservation et l'éducation et l'action éducative. C'est un peintre majeur de la Renaissance italienne, il est florentin, il a été formé dans les plus grands ateliers de ce que l'on appelle le Quattrocento, c'est-à-dire cette Renaissance italienne. Il est auprès des plus grands, il est même formé auprès de Léonard de Vinci par exemple. Donc en fait c'est cette histoire de maître et d'élève. On rentre dans un atelier où on apprend à être à la fois un dessinateur, un peintre. Il a même appris à être sculpteur, à être orfèvre. Et ça se ressent d'ailleurs dans son travail. En tout cas, voilà, on a affaire à l'un des plus grands peintres de la Renaissance qui répond à des commandes très prestigieuses. Il participe notamment à la chapelle Sixtine, par exemple. Donc, il va travailler à Rome pendant une période. Mais il a son atelier à Florence. Lui qui a été formé par les plus grands maîtres, il devient maître à son tour avec des assistants et des élèves. Et surtout des activités commerciales, car il faut faire vivre son atelier et donc vendre ses tableaux. Comment reconnaît-on les œuvres de Botticelli? Réponse. Botticelli, il est reconnaissable par ses dessins, par ses couleurs, par le fait d'avoir un liseré comme ça qui vient définir tous les traits en fait de ses dessins. Et ensuite, il a fallu confirmer avec des analyses technico-scientifiques. Alors là, c'est comme nous quand on est malade et qu'on va faire de l'imagerie, on va faire des radios. En fait, c'est ce qui s'est passé pour l'œuvre, qui était un peu malade en fait. Elle avait besoin de restauration, elle n'était pas en très bon état. Et donc, pour préparer la restauration, il faut faire des analyses infrarouges, au rayon X, pour aller voir qu'est-ce qui est d'origine, qu'est-ce qui a été un repeint, par exemple une ancienne restauration, comment on va traiter l'œuvre. Et en même temps, on a fait des micro-prélèvements qu'on a analysés au microscope et pour savoir si c'était des pigments qui pouvaient avoir comme origine la Renaissance. Et au final, oui, la Vierge à l'Enfant était bel et bien celle du peintre italien. Oui, c'est bien une œuvre qui est sortie de l'atelier de Botticelli. La composition est la même qu'une autre œuvre de Botticelli qui se trouve à Florence et qui est une donc Vierge à l'Enfant avec le jeune Saint Jean-Baptiste. Le groupe de personnages, de 3 personnages, est exactement le même, quasiment au millimètre près. Donc on a même fait en fait un travail de décalque, de reproduction du groupe de personnages avec un calque. Ils ont aussi vu que cette œuvre, par contre, avait été réalisée par plusieurs mains, au moins 2 mains. Or, parfois, c'est une main un peu maladroite. Donc, sans doute est-ce une œuvre d'atelier où le maître a pu intervenir lui-même avec un élève, ou alors ça peut être son assistant et un élève. En tout cas, c'est bien sous la direction de Botticelli. Et la particularité de cette exposition est la suivante, il n'y a que 2 œuvres, la plus ancienne et la plus récente. Mais nous la présentons, fait exceptionnelle, avec l'œuvre prototype, c'est-à-dire l'œuvre la plus ancienne qui reprend la même composition. Donc on a un groupe de personnages, c'est la Vierge qui tient l'enfant. Elle a une posture assez douloureuse vers lui, mais en même temps assez douce, très maternelle. C'est la Vierge avec son petit. Et elle est en train de le pencher vers Saint Jean-Baptiste, son cousin. On pense que c'est une référence peut-être au malheur qui arrivera à son fils et dont elle a déjà conscience, et un malheur qui est partagé par le cousin qui dit « voilà, je suis auprès de toi ». Œuvre de Florence qui a été faite vers l'an 1500 avec une technique très ancienne qui nous est
présenté. Qui s'appelle le Spolvero, pour reproduire le groupe de personnages sur l'œuvre de Champigny. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a pris le dessin préparatoire du groupe de personnages, on a mis dessus un calque. Aujourd'hui, ce serait un calque. À l'époque, c'était un papier huilé, donc ça lui donne une transparence. Et en dessous, on a mis encore une couche assez meuble. Ensuite, on prend une pointe et on vient faire des petits trous tout le long du tracé des personnages. Une fois qu'on a fait ce travail, qui est assez long, parce qu'il faut prendre tous les détails, le calque, on l'enlève du dessin préparatoire, on vient l'apposer sur une surface, la surface définitive, la toile. On tapote du noir de carbone qui va s'infiltrer dans les petits trous d'aiguille qu'on a fait. Et donc, quand on enlève enfin le calque, eh bien, le dessin s'est décalqué sur la surface finale. Il ne reste plus qu'à retracer en fait toutes les grandes lignes et à peindre directement sur la toile. Et justement, concernant cette technique, des élèves en spécialité art plastique ont testé. Ils ont inventé leur propre fond et feront plus tard leur propre expo. Possibilité de le faire dans d'autres classes et même possible de le faire à la maison. Et on retrouve plus d'informations, merci beaucoup Marine, sur le site de Chambord, chambord.org. Je signale également que l'entrée est payante, 16 € plein tarif, tarif réduit 13,50 € et l'entrée est gratuite jusqu'à l'âge de 26 ans. Et tant qu'à être à Chambord, évidemment, vous en profitez pour tout faire. L'escalier à double révolution, vous montez sur les toits, c'est absolument merveilleux. Et puis le parc est absolument génial. Vous pouvez faire des très très belles balades. Marine, merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Buan également pour les entretiens. Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance. Sous-titre Parents, comment faire face à la pandémie pornographique. On retrouve Stéphane Bloco et Renaud Etier. C'est la suite du Grand Oral. Stéphane Bloco, Renaud Etier, est-ce que le problème au fond derrière tout ça, c'est pas Internet tout court? Parce que vous dites que souvent on dit que le numérique n'est ni bon ni mauvais en soi, que tout dépend de ce qu'on y fait. Je vous avoue que je m'entends le dire, ce genre de choses. Et vous dites que, ok, le bon, c'est la part émergée de l'iceberg. Mais comme chacun sait, dans un iceberg, il y en a beaucoup plus en dessous. Et que le gros de ce qu'il y a sur Internet, et sur le darknet évidemment, la part immergée, elle est vraiment pas réjouissante. Oui, il y a une dimension un peu de cheval de Troie avec le numérique. C'est-à-dire qu'on nous vend des outils extrêmement pratiques pour communiquer, pour s'informer, pour apprendre, pour travailler. Mais derrière ça, il y a aussi de multiples possibilités de dérive. Et donc là, c'est souvent pour des usages tout à fait valables qu'on achète du matériel aux enfants, mais ça sert à bien d'autres choses. Derrière tout cela, il y a l'idée qu'on peut avoir derrière tout cela, derrière l'usage en tout cas du porno et derrière votre démonstration, il y a cette idée qu'on peut voir tout de suite sans faire d'effort. Et ce sans faire d'effort, il est très important. Vous y passez quelques pages pour dire voilà, mais si on fait plus d'efforts, on n'apprend plus, on pour rester sur le terrain de l'éducation, puis d'une certaine manière, on fait plus grand chose. Oui, en fait, il y a à la fois affaire à l'illimitation du numérique, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, et sur la dimension d'immédiateté. En fait, vous entrez un mot-clé, vous avez immédiatement des millions de réponses. Vous allez, alors c'est un autre sujet sur lequel travaille déjà Stéphane, mais avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir la possibilité de travailler à votre place. Et donc, cette immédiateté, c'est ce à quoi on est censé s'opposer en éducation. La pornographie défait ce que culture et éducation sont censés faire. Oui, oui, c'est ce que... Je vous cite, oui, si on suit Neil Postman, c'est à la fin du Moyen-Âge, avec l'institution de l'école, qu'on va enfin séparer les enfants des adultes et inventer l'enfance comme âge protégé pendant lequel on peut mûrir à l'abri des sollicitations adultes. Et c'est ça que compromet aujourd'hui l'accès tout venant au numérique et à Internet. Et vous n'êtes pas que good cop, Renaud, vous êtes un peu bad cop aussi quand même. Dans les solutions que vous proposez, il y en a un certain nombre. L'éducation, on l'aura compris, mais il y en a une qui est toute simple dans sa formulation, que moi je ne trouve pas super simple dans son application. Vous pensez que si, c'est d'interdire alors, je vais le dire en positif, c'est revenir au téléphone, mais le téléphone qui fait que le téléphone, jusqu'à l'âge de 15 ans. Tout à fait. Smartphone, dumbphone. Le dumbphone, c'est le téléphone idiot, celui qui sert à téléphoner. Dumb, ça veut dire idiot, oui. Exactement. C'est la demande des parents. C'est la demande des parents. Les parents ne veulent que cet outil qui permet de savoir où est l'enfant. Voilà, simplement. C'est un outil de sécurité. Ce qu'il est nécessaire, c'est un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une forme de paranoïa? On veut tout le temps avoir des enfants en sécurité, savoir où ils sont, etc., avec les privations de liberté que ça peut aussi occasionner. En revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que le téléphone agile, le fameux smartphone, celui qui justement sait tout faire, comme Renaud l'a dit, en un clic de pression sur un doigt, avec un doigt comme ça sur un écran, ça, c'est pas possible. C'est pas possible quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Renaud vient de le dire, on ne peut pas maîtriser le monde on n'a pas la maturité
pour cette accessibilité qu'on a simplifiée à l'extrême et qu'on ne sait pas juguler. On ne sait pas aujourd'hui, on le voit bien, c'est un échec. On a tout essayé de verrouiller les contrôles parentaux, etc. Les âges. On tourne les âges. Ça ne fonctionne pas. Certification d'identité, vous dites ça va être contourné. Bien sûr. Donc on en revient à quoi? Simplement, l'idée c'est qu'on ne peut pas conduire un scooter avant 14 ans en France. Ça a été déclaré comme tel. On dit voilà, c'est 14 ans. Avant 14 ans, on ne peut pas. On a posé une loi. Qu'est-ce qui empêche de faire la même chose avec le smartphone? Mais il y a la police pour pouvoir conduire mon scooter dans l'espace public si j'ai moins de 14 ans, pour contrôler mon identité, contrôler mon âge. Si j'utilise le smartphone dans les toilettes du collège ou à l'abri de chez moi, finalement c'est compliqué, non? Sauf que regardez bien, c'est pas la police qui fait le travail, ce sont simplement les parents eux-mêmes qui s'autorégulent. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas aller acheter un scooter à un enfant de 12 ans alors que vous pouvez le faire légalement dans une concession et le mettre dessus. Par le simple fait que c'est interdit. Mais oui, exactement, c'est interdit. Et pire encore, que s'il y a des conséquences, tous les assureurs vous quitteront et vous tourneront le dos. Donc là encore, c'est le porte-monnaie. L'enfant va dire mais je veux le scooter. Tu ne peux pas. Ce n'est pas légal en France avant. Fin de la discussion à table. Vous voyez? Donc si on avait posé clairement les choses comme ça, à mon avis, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Proposition qui est sur la table. Peut-on encore éduquer au sens de mettre un cadre à l'ère numérique? Vous pensez que c'est quand même devenu très très difficile? Oui, c'est difficile, mais c'est difficile pas seulement à cause du numérique. C'est devenu difficile, bon an, mal an, depuis les années 60-70, avec une libéralisation générale de la société. Qui est plutôt sympathique par plein d'aspects quand même. Voilà, on ne peut pas regretter les temps d'autrefois où l'autoritarisme provoquait de multiples traumatismes. Mais là, nous sommes passés de Carib Ancilla probablement, et c'est le laisser-aller qui prévaut. Et donc, il s'agirait de reconstruire un cadre éducatif. Tout le monde en a besoin, ce qui suppose une double condition. D'abord, d'être capable de donner des limites. Et en fait, donner des limites, certes, ça génère de la frustration, mais ça génère aussi de la sécurité. C'est rassurant pour les enfants et les adolescents. C'est vrai que tous les psys qu'on reçoit sur ce plateau le disent, quelles que soient leurs obédiences d'ailleurs. Ils peuvent défendre telle ou telle école, mais ça, le cadre, le caractère rassurant du cadre et la condition du cadre pour pouvoir éduquer, tout le monde le dit. C'est ça, et à l'intérieur du cadre, de la relation. Il s'agit d'éviter absolument simplement de cohabiter dans un foyer où chacun est devant son écran et d'être en relation, de jouer, de parler, d'avoir des activités ensemble. Et de la relation réelle, parce que vous le signalez aussi avec Internet, le porno sur Internet, mais pas que le porno d'ailleurs, c'est la virtualisation du rapport à l'autre. C'est la distanciation, y compris du corps. C'est-à-dire qu'on a toute une partie sur la sexualité du futur, qui est intéressante. Avec les combinaisons pseudonymiques et toutes ces choses-là. Les sextoys connectés, etc. On voit bien qu'il y a un marché. Les ventes explosent d'ailleurs. Hein. Bien sûr, il y a un marché. C'est pas juste 3 personnes à la marche. C'est vraiment c'est très important le marché du sextoy connecté aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'investissements qui sont portés sur ces outils-là, notamment aussi avec l'intelligence artificielle, les sex dolls, etc. Enfin, il y a un vrai marché, mais tout ça, ça me conduit à quoi? À la distanciation, en fait. Ouais, avec cet argument post-Covid qui est qu'avec tous ces outils-là, théoriquement, oui, voilà, on n'attrape pas l'IST, on n'attrape pas le VIH, c'est sûr, c'est sécuritaire. C'est safe, mais comme l'est un peu le porno, c'est-à-dire que consommer du porno... Sauf que c'est pas super safe pour nos cerveaux, si je vous ai bien lu. Exactement. Et pour 2 ou 3 autres raisons. Merci beaucoup, j'espère qu'on a réussi à au moins vous donner envie d'ouvrir ce passionnant ouvrage. On ne peut pas le résumer complètement, mais on a tiré un certain nombre de fils avec Stéphane Bloco et Renaud Etier, le cybersex, ce virus qui tue l'enfant. Ce parent, comment faire face à la pandémie pornographique, c'est aux éditions Artege. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va à la cantoche, ça vous va? Parfait. Cantoche sans porno, mais on va quand même prendre un petit plateau repas, vous allez voir. Merci. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. On se retrouve chaque semaine. Vous n'êtes pas allé chercher l'idée de votre sujet du jour super loin. La chronique s'appelle Plateau Repas. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on l'a jamais fait en 3 ans. Oui, le plateau repas. Qu'est-ce qu'il y a sur le plateau repas? Oui, on va parler de plateau repas. Et on peut se faire un bon film ce soir avec ses enfants. Exactement. Faire un petit plateau repas équilibré. Un film autorisé aux mineurs. Oui, voilà. Alors, bien sûr, derrière plateau repas, n'imaginez pas que j'entende par là un fast-food vite fait. Voilà, vous allez le faire vous-même avec vos enfants parce que c'est super sympa de le fabriquer. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous dis oui au plateau repas ce soir. Plateau repas équilibré, évidemment. Alors, premier conseil. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça soit pratique, que vous puissiez le manger avec les mains. On est d'accord, on ne va pas s'embêter avec des fourchettes, des couteaux, des coupés et autres. Donc avec la main, on prend des plateaux qui sont adaptés à chacun, c'est-à-dire que pour l'enfant un peu plus petit, pour l'adulte un peu plus grand, mais il faut qu'il soit de taille suffisante
pour pas que vous passiez votre temps à retourner à la cuisine. Oui, voilà, c'est pas le but, sinon ça va finir par se transformer en grignotage et c'est pas ce qu'on veut. Et puis surtout, je dis plateau repas devant la télé, mais ça veut pas dire qu'on se dépêche. Vous prenez votre temps, vous mangez tranquillement. Le but, c'est de prendre au moins 20 minutes pour ce repas. Alors oui, on dit toujours qu'il ne faut pas manger devant la télé, mais si vous prenez votre temps... Et puis surtout, si on prend son temps, c'est vraiment pas gênant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on lui met sur ce plateau repas alors, moi, je vais vous mettre des petits fruits frais en morceaux. Il faut préparer un petit peu, mais c'est super sympa. Des petits fruits frais en morceaux qui peuvent se manger avec la main. Donc l'ananas, le kiwi, les raisins, les clémentines. Là, on est sur des fruits de saison. Des petits morceaux de légumes. Est-ce que ça vous plaît? Des petits choux-fleurs, des petites carottes, des petites tomates cerises quand on est de saison, ce qui n'est pas le cas, concombre, céleri, endives, voilà, on picore. Les enfants, en plus, adorent. Une fois que c'est prêt, ils vont picorer beaucoup plus facilement qu'habituellement. Des petits roulés de jambon, des petits roulés de saumon fumé, de dinde, avec du fromage frais aux herbes, vous voyez, ça reste sain, on a une protéine. Le poulet, ça marche pas avec les doigts, non? Petit poulet froid. En plus, il y a des restes. Allez, hop, petit poulet froid, des petits cubes d'emmental, des petites billes de mozzarella. On a le droit d'aller acheter chez son vrai fromager, pas forcément... Ah oui, autant que ça soit bon. Pareil, allez chez votre boulanger, acheter plein de sortes de pains, des pains complets, des pains aux céréales, des pains aux noix, enfin des petites choses sympathiques. Vous nous mettez pas quelques petits des oléagineux, tout ça? Choyez votre main comme ça. Oui, des petits oléagineux, je vais y arriver. Sans sel, s'il vous plaît, sans sel ajouté, des noix, des amandes, des petites noisettes, des olives, des cornichons. Des pop-corn maison, vous pouvez en fait sauter simplement. Vous nous avez donné la recette une fois. On l'avait fait une fois. On l'avait goûté d'ailleurs, si je me souviens. Et on avait goûté. Succulent. Et pensez à quelques petits carrés de chocolat noir, 70% de cacao minimum. Et là, on a à peu près tout là, et c'est parfait pour le film de ce soir. On a 70% en plus, puisqu'on rappelle que le cacao, plus il y en a, moins c'est gras. Exactement. Non, c'est le contraire d'ailleurs. Plus il y en a, moins c'est sucré. Non, oui, voilà. Dit moins c'est gras, pardon. J'ai dit le contraire. Plus il y a de cacao, moins c'est sucré. Voilà. Nos petits légumes, on peut se faire des sauces. L'idéal, une bonne mayo. Surtout pas. Enfin, surtout pas. On va éviter du houmous, donc de la purée de pois chiches. Éventuellement, vous pouvez faire du guacamole avec de l'avocat ou du tzatziki, concombre, fromage blanc. Ça, super. Pas mal. Vous n'avez pas une petite, parce que vous dites le préparer ensemble, mais là on va se contenter de découper des trucs. Vous n'avez pas, comme vous avez parfois un machin marrant à faire avec les enfants? Alors j'ai failli vous en faire, dommage, vous avez raté ça. C'est des chips de choux. Des chips de chou frisé. En fait, vous prenez du chou frisé, à peu près 20 grammes. Vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. On est bien parce qu'il y a des antioxydants, parce qu'il y a des fibres, parce que c'est un légume tout court. Un peu d'huile d'olive, un peu de sel, à peu près un quart d'une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous mettez ça dans un saladier, vos feuilles de chou, vous mélangez, vous mettez au four 175 degrés pendant 10 à 15 minutes. Vous allez voir, ça va devenir légèrement croustillant et légèrement brunir. Et là, vous avez vos chips de chou. Génial. Franchement, c'est chouette. C'est dommage de pas pu faire aujourd'hui. Et on peut aussi refaire, vous nous avez donné la recette des chips de peluche, d'épluchures de patates. D'épluchures de pommes de terre, et oui, ça et marche d'épluchures de carottes, ça marche aussi. C'est le même principe, je ne voulais pas faire un bis repetita, mais n'hésitez pas à regarder la chronique qui parle de ça. Évidemment. Sandra, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup aussi à Stéphane Bloco et Renaud Etier. On n'a pas pu souligner tous les aspects du bouquin, il y en a un sur les ravages psychiques que fait le porno. Vous soulignez quand même les paradoxes de notre attitude avec les enfants, qu'on les surprotège de certaines choses. Oui, tout à fait. On les a protégés, et vraiment bien protégés, avec, quand ils font du vélo, des protections, des coques, des systèmes pour les attacher, etc., des harnais, des trucs fluo partout. Ou pour un truc d'acrobranche à 1m50, pareil. Alors que, on fait comme s'ils allaient escalader l'Himalaya. Ah oui, alors que moi je partais à l'arrière du vélo de mes parents avec un tendeur et un coussin. Vous voyez, c'était, voilà, et éventuellement un parent qui fumait sa cigarette devant vous. Non, ça c'était seulement dans la voiture, d'accord. Non, fermé. Vous voyez, et le paradoxe, c'est que dans le même temps, on a installé un dispositif qui leur permet d'accéder à des choses qui ne sont pas de leur âge, tout simplement, et qui ne sont pas forcément condamnables, ce n'est pas l'idée, puisque ce n'était pas l'objet du livre, rappelez-vous, mais qui posent problème aux âges qu'on a cités, c'est-à-dire 10 ans, 11 ans, 12 ans, à une époque ou à un moment de sa vie en tout cas, où on est encore un enfant. Et on est encore en construction à tous égards, physiquement, psychiquement. Merci beaucoup à tous les deux. Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, parents, comment faire face à la pandémie pornographique, ça vient de sortir, c'est aux éditions Artege. Sandra, merci beaucoup. Bon appétit, plateau repas, il n'y a plus qu'à choisir le film. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, Marine qui est en régie aujourd'hui avec, et oui, elle n'est pas seulement en plateau, elle est aussi en régie avec au son Héloïse Merlin à la réalisation, Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et vous retrouvez le Grand Oral en version audio sur les principales plateformes de podcast.
La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.